Nous sommes très heureuses de vous accueillir toutes et tous ici pour la deuxième semaine de Images pour notre temps. Pour cette semaine, on a accueilli Khalil Jorej, qui est un réalisateur de films qui vient du Liban. Mais on a aussi accueilli Racha Sati, qui est critique de cinéma, écrivaine et commissaire d'exposition, qui vient aussi du Liban. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Racha déjà parce qu'elle était la directrice de la toute première session de la Royal Academy en octobre 2016. Voilà, donc on a pensé que ce n'était pas la peine que Racha fasse une autre conférence parce qu'on a vraiment eu le temps de bien la connaître pendant 8 semaines ici à Dakar. Donc nous sommes heureuses d'accueillir Khalil Jorej qui travaille en duo avec Johanna Hadji Thomas, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous parce que Khalil et Johanna, comme vous le savez sûrement déjà, ils ont beaucoup de films sur lesquels ils sont en train de travailler. Et Johanna n'a pas pu se joindre à nous, elle a dû annuler son voyage ici à Dakar. Donc Khalil, sans plus tarder, on va te laisser la parole. Nous sommes très heureuses que tu sois parmi nous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe, toute l'invitation. On m'a demandé de faire cette lecture non académique en français. For the participants, you receive already the file that you can follow. It's not exactly the same text or the same rhythm, but you will manage. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, il va y avoir à un moment des extraits avec des sous-titres en anglais. Et donc il y a quelque part ici des papiers pour pouvoir suivre ces sous-titres si vous ne comprenez pas du tout ce qui est écrit en anglais. Voilà. N'y allons pas. N'y allons pas. D'accord? J'y ai réfléchi toute la nuit. Je ne le sens pas. Je ne sais pas. S'il revenait demain ou le jour d'après, s'il revenait un jour et me demandait pourquoi vous ne m'avez pas attendu davantage? Pourquoi vous avez arrêté de m'attendre? Qu'est-ce qu'on lui dira? On a vérifié le point, le cadre, le son est bon. On regarde une dernière fois les têtes côte à côte dans l'obscurité. La salle semble concentrée. On sort doucement, on referme la porte avec précaution. Nous voilà dans le hall. C'est l'avant-première de notre long métrage A Perfect Day. C'est d'ailleurs pas tout à fait la première. Il y avait eu une autre projection qui avait eu lieu hier au Liban, mais celle-ci était une projection privée. Aujourd'hui, c'est en public. Le lendemain, le distributeur du film Paniqué nous appelle. Une femme nommée Aïda H vient de lui téléphoner. Elle est folle de rage et prétend que nous avons utilisé des images de son mari dans le film sans son autorisation. A Perfect Day est un film de cinéma avec un budget microscopique. Il a fallu prendre des décisions budgétaires qui ont été accompagnées de partis pris esthétiques radicaux. Le film compte très peu de figuration. Il a été tourné sur le vif. Le réel y est très peu reconstitué.
Au contraire, nous avons décidé de nous y insérer, de filmer dans les lieux publics de façon plus documentaire. Les plans sont quelquefois volés, provoqués, dans un dispositif dans lequel on crée des situations pour capter cette énergie, pour permettre à l'histoire d'advenir. Si nous avions besoin d'un embouteillage, on s'insérait dans un embouteillage réel et on filmait. On a ainsi filmé les rues de Beyrouth, la corniche, les boîtes de nuit, sans aucune figuration, mais en insérant la fiction dans la réalité. Effectivement, même si nous avions des assistants qui allaient pêcher des autorisations auprès des personnes que nous filmions, il était tout à fait probable que toutes les autorisations n'aient pas été prises et qu'un homme ait été filmé sans le vouloir. Nous ne savions pas du tout de quoi parlait exactement Aïda H. Quel passage du film allait évoquer, qui était son mari. Quelques minutes après, Aïda téléphone directement sur notre portable, très en colère. En réalité, elle nous accuse d'avoir utilisé l'image de son mari pour illustrer l'avis de disparition du père de Malek, le héros du film, kidnappé durant la guerre civile libanaise comme 17 000 autres personnes, comme mon oncle maternel dont cette histoire s'inspire. Durant la guerre, les kidnappings, les enlèvements étaient une pratique commune au Liban. Les kidnappeurs choisissaient leurs victimes en fonction des identités, ce qui était marqué sur les cartes d'identité, sur leurs papiers d'identité. Ces hommes sont sortis de chez eux un matin et leur famille les a totalement perdu leurs traces. Ils ne savent rien de leur sort jusqu'aujourd'hui. On peut considérer que la majorité de ces disparus sont morts ou ils ont été tués. Mais comment se fait-il qu'on ne trouve pas de traces, pas de corps? Beyrouth est une ville très urbanisée, en perpétuelle construction. Il y a en permanence des excavations et pourtant, on n'a rien trouvé. Pas de charnier, pas de traces. Comment faire alors le deuil en l'absence d'un corps? Cette absence revient nous hanter. La disparition ne s'évanouit pas. C'est un abîme qui ouvre plein de possibilités. Une loi du 23 juin 1995 régule la situation des personnes kidnappées. Il revient aux familles de demander à ce que la loi prenne effet. Une personne disparue peut être déclarée morte 4 ans après la date de son enlèvement. Le choix de ces familles s'avère excessivement difficile sans la présence physique d'un corps. Donc, il faut qu'il publie un avis de disparition et à partir de là, un décompte de 4 ans commence. Le film Perfect Day raconte en partie l'histoire d'un jeune homme et de sa mère qui vont dans le temps d'un film, une journée de 24 heures, déclarer morts leur père et mari disparus il y a plus de 15 ans. Pour cela, il faut avoir recours aux journaux dans lesquels, à l'époque de l'enlèvement, étaient parus des avis de disparition. Nous avons donc fabriqué ces journaux-là pour les besoins de la fiction. Il convient de s'arrêter un moment sur la fabrication des faux documents pour le film. Nous avons obtenu l'accord des 3 principaux quotidiens libanais, le Nahar, le Saphir et le journal francophone L'Orient le Jour. Ils ont bien voulu rééditer pour nous un exemplaire facsimilé datant du surlendemain de la disparition fictionnelle du père de Malek dans le film. Il nous suffisait de choisir une date et d'y insérer l'avis de disparition et il nous imprimait l'exemplaire. Après recherche, nous avons choisi la date du 25 avril 1988. Ce jour-là, il y avait eu un grand attentat à la voiture piégée dans la ville de Tripoli, au nord du Liban, et cet attentat marquait une date importante de ces mois-là, nous permettant de mettre en parallèle un événement personnel et un événement collectif de cette guerre, expliquant peut-être une vague de kidnapping, comme une vague de représailles, par exemple. Restait à trouver la photo du père, le visage du père. Un visage qui a beaucoup d'importance dans le film, puisque de ce père absent, disparu et dont le sort n'est toujours pas fixé, il ne reste que cette image. Le visage du père, c'est aussi plus concrètement le visage d'un acteur. Un homme qui accepterait de prêter ses traits à un personnage disparu et dont le décès doit être déclaré. Nous le savons depuis le tournage de notre film Centre, notre société entretient majoritairement une grande superstition par rapport à la mort.
Durant la préparation de Sand, nous avons affronté un problème assez troublant. Un grand nombre de personnes refusaient de jouer ou de figurer dans le film parce qu'ils traitaient d'un deuil. Certains refusaient de jouer un parent, le fils ou la sœur du défunt, de peur que cela ne se précipite ou ne provoque la mort d'un de leurs proches. Nous avons une scène dans Sand où un homme doit rentrer dans un cercueil pour simuler un mort. Il a été si difficile de trouver un acteur pour jouer ce rôle que nous en avons fait une petite vidéo demandant à tous les nombreux figurants présents lors du tournage s'ils acceptaient de jouer le rôle du mort. دور ميت بالفيلم بيني وبينك لا صعب أحس إنه مش خارجي مش طموحي بالحياة لا بس الميت لا ما بتركب براسي ما برتاح له لا ما بقبل لا ما بحب ما حلو الواحد يميت ويموت وهو طيب شوف حلو يعني يموتوا على الحقيقة ما حدا بيروح على الموت بإجرة ما حدا بيموت بخاطره يعني لا بحس ما عبالي موت حتى بالفيلم يعني حتى الحياة كتير حلوة ما بقبل لأنه نفسيا أنا هلا مش مقتنع فيه يعني لأن الموت عندي أنا هو دعوة من الله. Alors je vous en prie, c'est trop morbide, trop morbide, non, je préfère pas. Non, je vous dis tout de suite, non. دور الميت ما لأنه صار في مصايب كثير عندي بالبيت. لا يعني هو الموت الكل بدهم يموت ما في مهرب بس شوي النفسية ما بتتقبل هيك مجعل شوي. طيب ما تغسل لا ما في ما عندي ضيق نفس. بخاف أنا. Non, je n'ai pas envie. Peut-être par superstition aussi, par claustrophobie, mais non, j'ai pas envie. Ça m'amuserait pas, non. لا أبدا. شو يعني؟ لا. خاف. ما بقدر. بصراحة ما يمكن ما يقبلوا مني العالم إنه أنا مش قلت له لعبت دور هيك ما بيقبلوا مني جيران وكذا. صعب يا عمو مش انه بشي رأي صعب رأي انه ينحط بالصندوق تجي قرايبين وتجي محبين وتجي هيدا انه يابا يعني قبل ما يشوفوه بالحقيقة ميت عم يشوفوه بعدين بدهم يشوفوه ترى شو عمو يعني لأنه صعب كثير يعني كأنه مثلوا الدور هلا أهله يعني خارج عن التمثيل كأنه شافوه انه ميت يعني وبعدين بده يجي الحقيقة صعب شوي. ما بقدر اتخيل حالي انا يعني هلا كلنا بدنا نموت وبدي موت اخيرا بدي موت بس بدي موت وعش حس بشيء بس هلا اذا بدي العب دور ميت يعني بدي احس اني انا عم موت يمكن موت عن صحيح. Leur réponse catégorique a éveillé en nous un trouble. Nous étions nous-mêmes contaminés par une certaine superstition. Que ferions-nous s'il arrive quelque chose à l'acteur qui s'allongerait dans le cercueil, ou à la famille qui habite dans la maison où nous tournions, ou même dans l'immeuble où le cercueil était rentré? Petit à petit, on s'est retrouvé envahi par ces angoisses et ces superstitions. Leur réponse a alors fait évoluer un peu le scénario. L'acteur qu'on a trouvé, Marc Morani, un intellectuel pas très superstitieux, mais paix à son âme, cet acteur qui s'est allongé dans le cercueil pour simuler le mort, finit par mourir lui aussi dans le film.
Nabil, le personnage principal, va commencer par halluciner. Il imagine que le corps de l'acteur allongé dans le cercueil finit par mourir. Sa respiration se coupe. Ses mains changent lentement d'aspect et de couleur, devenant de plus en plus bleues, comme si feindre la mort signifie mourir un peu, mourir vraiment. Alors par rapport à la photo du père disparu, nous savions que nous allions affronter les mêmes problèmes, et nous avions affronté effectivement les mêmes problèmes. Mais notre seconde assistante, à qui il incombait de caster les seconds rôles d'ailleurs, nous a trouvé une solution. Antoine, le mari de sa tante maternelle, était mort, il y a quelques années. Sa tante et ses deux filles, toutes deux majeures, acceptaient qu'on utilise son image, donnaient d'elles-mêmes toutes les photos dont nous avions besoin pour le film. Elles pensaient, en faisant cela, aider la cause des disparus, et en étaient même heureuses. Prudents, nous avions demandé des autorisations et des signatures, et nous avions obtenu. On était donc soulagés. On a donc utilisé des images d'Antoine pour illustrer la vie de disparition pour certaines séquences du film, et nous avons même créé des accessoires de notre fiction. L'histoire de nos personnages en composant des images avec des anciennes images. Sur Photoshop. Donc ce sont des photos composées avec les deux acteurs du film, un devant et un avant. En fait, ce que notre seconde assistante avait omis de nous dire, c'est qu'Antoine, le mari de sa tante, avant de mourir, avait quitté sa tante, divorcé, et épousé Aïda en seconde noces, et que Aïda n'avait pas du tout été prévenue des histoires liées au film. Nous interrogeons notre assistante, elle se contente de dire « Ah mais c'est une mauvaise femme, elle a piqué tout l'héritage, et qu'est-ce qu'on veut d'elle? Oubliez-la. » On comprend qu'entre les deux femmes d'Antoine, la haine est encore tenace. Aïda nous dit qu'elle avait pris son ticket de cinéma pour voir le film sans aucune idée réelle du sujet. Et c'est là, assise dans son fauteuil, quand soudain, elle a vu Antoine qui apparaissait à l'écran. Elle nous dit en criant au téléphone « J'étais assise dans mon fauteuil à voir le film, quand soudain je vois Antoine devant moi. Antoine qui me regarde et me dit « Aïda, sauve-moi. Je ne sais pas ce que je fais dans ce film. Sauve-moi. » L'image parle ainsi à Aïda et nous demande de couper la photo d'Antoine du film ou de le rendre méconnaissable. Elle refuse qu'on laisse Antoine ainsi dans le film. Nous avons beau lui expliquer, lui assurer de notre bonne foi, lui dire que nous ne savions pas, que nous avions toutes les autorisations de ses filles, Aïda ne peut pas laisser Antoine dans le film. L'avocat que nous consultons nous assure qu'Aïda ne peut rien contre nous, que nous sommes de bonne foi, que nous avons suffisamment d'autorisation adéquate. Toutes les personnes à qui nous demandons conseil nous poussent à ne pas céder à cette pression, invoquant le droit, nous sommes certains de gagner le procès. Des raisons privées, la guerre entre les deux femmes ne nous concerne pas. Des raisons psychanalytiques, ce serait une manière pour Aïda de retrouver un lien avec son mari. Et même le gain publicitaire et commercial. Notre distributeur pense qu'un petit scandale ferait du bien au film jugé trop peu commercial à son goût. Mais si toutes ces raisons étaient fausses, si le choc de Aïda était bien réel et c'est nous qui l'avions causé, si elle avait raison et Antoine ne devait pas apparaître dans le film, qui n'aurait pas aimé y être, devrions-nous couper les scènes avec Antoine et amputer le film et en même temps? L'affaire se poursuit et nous ne menons pas l'âge quand on doit aller présenter le film à New York au Tribeca Film Festival. On ne profite pas trop d'ailleurs de New York, etc. On est en pleine remise en question et en proie à plein de doutes. Quand soudain, on reçoit un coup de fil très alarmiste du Liban. La police est venue dans notre appartement beyroutain et nous cherche pour nous interroger. Elle s'est rendue aussi dans le circuit des salles qui doit sortir notre film dans quelques jours et a demandé à réquisitionner toutes les copies du film. Heureusement, on a réussi à les sauver en les cachant. Mais il y a un mandat d'arrêt qui sera délivré contre nous. Il faut rentrer tout de suite. En fait, l'affaire n'est plus du tout du droit de l'image, mais du droit pénal.
En fait, Antoine n'est pas mort de mort naturelle. Il a été assassiné. L'enquête est encore en cours et le ou les assassins d'Antoine courent toujours. De plus, la juge saisie de l'affaire s'étonne que nous utilisions dans le film l'image d'un homme assassiné dans de mystérieuses circonstances non résolues. Elle voudrait nous interroger et verser peut-être le film dans le dossier comme pièce à conviction. On est dévasté et nous devons immédiatement revenir Beyrouth. L'image d'Antoine, une des celles que nous avions composées vraiment en regard à la manière un peu documentaire dont nous avions fait tourner le film, n'est plus une fiction. Antoine n'est plus un acteur, un personnage. L'image prend une puissance judiciaire, elle devient une preuve, c'est l'image témoin. D'une image complètement fabriquée et fictionnelle, elle devient un document. Nous sommes suspects de manière irrationnelle, comme l'irrationnel qui gère notre pays et aussi notre justice. Cet irrationnel qui veut qu'il n'y ait jamais de cause à effet dans ce pays depuis des années. Cette relation de cause à effet est perturbée. On tue quelqu'un, on ne va pas forcément en prison. Les anciens chefs de milice sont ministres ou députés. Les alliances et les positions s'échangent et se recomposent. Il n'y a pas forcément de logique. Cette absence de cause à effet a été l'un des principaux moteurs narratifs du film Perfect Day. Un film fait d'états et de sensations plus que de linéarité narrative et de résolution des conflits. Beaucoup de nos travaux posent cette question. Comment raconter un récit quand le cours de l'histoire était interrompu par des conflits civils non résolus? Soudain, ce n'est plus les documents qui sont teintés de fiction, mais le film, une fiction, qui devient un document. De plus, un autre élément, un hasard augmente encore plus le côté invraisemblable mais vrai de cette histoire. Aïda nous dit qu'elle et Antoine se sont mariés le 25 avril 1988. Or, la date que nous avions choisie pour éditer la vie de disparition du père dans les journées, cette date que nous avions choisie entre autres pour l'attentat à la voiture piégée à Tripoli est la même, le 25 avril 1988. Les hasards se multiplient. Pour Aïda, nous sommes téléguidés par la première femme d'Antoine. C'est pour cette raison qu'elle nous en veut. Les deux femmes se font la guerre à travers nous et notre film. Aïda nous dit, en faisant disparaître le jour de notre mariage, en datant la vie de disparition dans le journal du 25 avril 1988, vous l'avez tué avant que je ne l'épouse, vous avez nié notre mariage. En mettant en scène la photo dans un document annonçant la disparition du père dans le film, nous avions a posteriori annulé le mariage d'Antoine et Aïda. Comment ce télescopage de temps est-il possible? Comment cette image a-t-elle pris tant de puissance? À aucun moment, Aïda ne considère l'image d'Antoine comme s'il jouait un rôle de fiction. Pour Aïda, c'est Antoine lui-même que nous avons fait disparaître. Sans doute aussi pour la juge qui, comme Aïda, acceptait le principe de la fiction pour tout le reste du film, mais sauf pour ce moment-là, qui devient un moment du réel, un document. Jamais Antoine ne pouvait être un personnage, un acteur. L'identification à Antoine fait que Aïda défictionnalise le film et en fait un documentaire. Cette histoire fait étrangement écho à notre travail de cinéaste et de plasticien. D'abord, dans notre travail plastique, nous avons souvent eu recours à la fiction, non pas pour dénoncer des événements ou trouver la vérité ou la mettre en doute, mais pour interroger les images et les représentations. Nous avons ainsi, par exemple, utilisé des documents déjà existants, comme par exemple dans le projet Wonder Beirut, basé sur une série de cartes postales des années 60-70, aujourd'hui encore en vente dans les librairies beyroutines, alors que la majorité des lieux qu'elles représentent ont été détruits par des conflits armés ou par la reconstruction. Pour ce projet, nous avons créé le personnage de Abdallah Farah, un photographe qui avait pris dans les années 60 les photos ayant servi à éditer des cartes postales représentant le centre-ville et la rivière libanaise et ses plus grands hôtels qui ont contribué à donner une image idéale de la Suisse du Moyen-Orient et du Liban d'avant-guerre. Pendant les conflits armés, Abdallah aurait lui-même brûlé ses propres images suivant les bombardements et les batailles de rue, et ce, selon un relevé très précis de tous les événements, suivant ainsi la trajectoire des projectiles et les destructions qui en résultaient, comme s'il cherchait à les rendre conformes à son présent. Abdallah a photographié chaque image après chaque brûlure qu'il provoquait. Ces images suivent les événements de façon documentée et constituent une tentative de chronique de certains épisodes des guerres civiles libanaises. Ces documents, nous les avons d'une certaine façon fictionnalisés, ou ces fictions, nous les avons très bien documentées, pour pouvoir réfléchir à l'histoire des guerres civiles libanaises.
Après avoir brûlé ses diapositives, souvent à court de produits et de papier durant la guerre, Abdallah Farah a contracté l'habitude de prendre des photos sans les développer. Les bobines s'accumulent ainsi. Ce projet s'intitule « Images latentes » et présente des centaines de films impressionnés mais non développés. Chacun de ces films latents est daté, répertorié et conservé dans un tiroir. Chaque photographie est décrite de façon précise et minutieuse. Présentées telles des planches contact, elles forment un journal relatant la vie familiale et sentimentale, les recherches photographiques et l'histoire mouvementée du Liban contemporain. Nous n'avons encore jamais trouvé un seul rouleau. Ils sont toujours là, dans leur état latent, images invisibles de fans impressionnés. Reste une question fondamentale. Une question fondamentale posée par l'écrivain et artiste Jalal Toufi à ce sujet que nous ne ferions ici qu'évoquer. Ici, c'est celle de la condition d'apparition ou plutôt de révélation de ces images. À quel moment et pourquoi le photographe Abdallah Farah pourrait décider de développer ces pellicules, de livrer à la lumière ces images? Qu'est-ce qui aurait alors changé autour de lui, en lui, au-delà de lui? Il y a quelques années, on a initié une réflexion sur la latence. C'est l'état de ce qui existe de manière non apparente, mais qui peut à tout moment se manifester. Se rajoute l'idée de l'endormissement, comme quelque chose qui sommeille et qui pourrait peut-être se réveiller. C'est cet état-là que nous avons traité dans le Perfect Day. Malik, le personnage principal, souffre d'apnée du sommeil et s'endort dès qu'il ne bouge plus, dès qu'il ne s'agite plus. La ville est elle-même filmée pour rendre compte de ce sentiment, être entourée d'images en latence, bloquée dans un présent continu hystérique. La latence est ce qui nous interpelle. La latence a aussi des connotations qui ont à voir avec l'essence, mais aussi avec l'idée du refoulé, du caché, de l'insondable, de l'invisible. Elle est une forme obscure, inquiétante, parce qu'elle n'est pas cernable. Ce n'est pas un territoire défini, mais un état diffus, non maîtrisable, souterrain, qui consiste, face aux images dominantes, que ce soit celles du pouvoir autoritaire en place ou des images dominantes orientalistes, à mettre en avant l'idée que nous sommes là, même si vous ne nous voyez pas, à raconter nos histoires personnelles, nos histoires tenues secrètes, nos images rémanentes. Rémanentes, car malgré la latence, souvent l'image refuse de disparaître, elle revient nous monter. Et c'est un autre point qui rapproche l'aventure de Haïda de notre travail. L'image d'Antoine est souvent réapparue dans le film aux yeux de Haïda, telle une image rémanente revenue la hanter. Quelque temps auparavant, alors qu'on était en train de travailler sur Perfect Day, nous avons fait tout un travail sur un film 8 mm que nous avons trouvé dans les affaires de mon oncle Alfred Junior Keltane, qui a été kidnappé durant cette guerre, le 19 août 1985, et qui n'a jamais été retrouvé. Il est toujours porté disparu, et les circonstances de sa disparition demeurent mystérieuses. Il fait donc partie de ces 17 000 personnes toujours disparues. A Perfect Day est un film qui s'inspire de cette histoire personnelle et de la douleur de la famille. Pendant que nous écrivions donc A Perfect Day, nous avons trouvé dans les affaires de mon oncle Junior, au milieu de ses affiches, parce qu'il était un photographe et il faisait beaucoup de films amateurs, on a donc trouvé un film 8 mm qui était toujours latent. Il n'avait sans doute pas eu le temps de l'envoyer au laboratoire pour être développé. Il était resté dans son sachet jaune pendant plus de 15 ans et avait suivi les affres de la guerre et l'incendie de la maison. Ce film pouvait contenir les dernières images de mon oncle et peut-être même quelques photogrammes de lui. Les différents techniciens que nous avons été voir nous ont découragés de développer ce film. Après tant de temps et de si mauvaises conditions, d'après eux, l'image latente ne révélerait rien. Et effectivement, après développement, le film est sorti voilé. C'est un long déroulement d'images blanches.
décidé de scanner toutes ces images, une à une. C'est-à-dire 4500 photographes. C'est un film de 3 minutes. Et de chercher ce qui demeure, ce qui est dans l'image. À force de travailler sur la correction des images, sur les contrastes, sur le grain, soudain, on voit des petites variations, des mouvements dans l'image. Quelque chose qui nous dit qu'une image peut revenir. À travers la blancheur de la pellicule, une image ressurgit. Une image est toujours là, comme si elle ne pouvait pas être totalement estompée et demeurer présente mais fantomatique. Il suffit de la regarder pour qu'elle apparaisse, qu'elle n'en finisse plus de se dévoiler. Les revenants, les disparus, eux aussi peuvent revenir. Dans le Perfect Day, la mère Claudia apprend durant le film à domestiquer sa peur. Dans une des dernières scènes du film, on la voit réfugiée dans la chambre de son fils. Guettant des bruits provenant du reste de la maison. Une respiration irrégulière qui s'approche. Elle espère, puis voit ce qu'elle perçoit comme une présence, le fantôme de son mari. Elle se réconcilie avec cette idée, accepte de vivre avec, de rester hantée par l'homme qu'elle aime, un fantôme qui refuse de mourir ou qu'elle refuse de tuer symboliquement elle-même. Cela fait écho à une réflexion de Jalal Toufi qui écrit « Dans l'après-guerre au Liban, au Rwanda, au Cambodge, en Bosnie-Herzégovine, les survivants sont confrontés au choix suivant. Soit ils tolèrent le fantôme et résistent à la tentation de le refouler ou de le bannir,
soit il se transforme peu en zombie, au sens haïtien du terme. Toopi continue en faisant un rapprochement avec Hamlet de Shakespeare, qui voit le fantôme de son père, l'entend, alors que sa mère, elle, ne le voit pas, ne le sent pas, comme si tous ses sens étaient atrophiés, comme si elle était devenue un zombie. C'est aussi cela qui se joue entre Mali, qui erre dans la ville, s'endort dès qu'il ne bouge pas, atteint du syndrome d'apnée du sommeil, et qui ne veut faire le deuil de son père, et sa mère Claudia, qui, elle, ressent la présence de son père, et elle le lui dit clairement. Parfois, je le vois, je le sens. Toi, non. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Amal a revu Antoine qui lui est apparu. Elle l'a vu, elle l'a entendu. Sans le savoir, dans ce film, nous avions éveillé l'image d'Antoine. Dans les soirs de Aïda, il fallait trouver une solution. Nous étions lundi. Le tribunal des référés se réunissait mardi. Notre film devait sortir jeudi. Tout le monde nous pressait de faire un geste envers Aïda pour qu'elle retire sa plainte, que l'affaire n'aille pas au tribunal, que la charge pénale ne soit pas abordée. La juge, qui s'était un peu calmée, pensait que nous étions de bonne foi, ne comprenait pas pourquoi on ne voulait pas intervenir sur l'image elle-même, la rendre floue comme on le faisait à la télé. Nous lui avons expliqué que c'était du cinéma et non de la vidéo, mais elle nous a regardé comme si elle pensait que nous ne voulions faire aucun effort. Le père de Joanna est même venu nous voir avec des photos de lui pour nous proposer de se substituer à Antoine. On lui avait dit que c'était trop tard. Puis il y a eu une autre proposition de la juge. Nous pouvions rajouter des moustaches à Antoine, le rendre méconnaissable. Nous avions là aussi tenté de la convaincre. Il y a 24 images par seconde au cinéma. Il faudrait intervenir sur des milliers de photographes. Nous sommes alors partis dans un long délire. Et notre ami, l'artiste Walid Rag, est venu benoîtement nous proposer de rajouter sur la joue gauche un grain de beauté. Un grain de beauté étant plus facile à reproduire que des moustaches sur autant de photogrammes. Dans ce cas, Antoine sera-t-il toujours Antoine ou ne deviendrait-il pas un autre? D'ailleurs, les images elles-mêmes que nous avions utilisées dans le film ne sont pas récentes. C'est un Antoine que Aïda n'a pas connu. C'est celui de sa première femme, puisque nous avions récupéré les photos de sa première femme, de ses filles aînées. Ces photos ne sont pas celles de Aïda, mais celles d'une autre période où elle ne le connaissait pas encore. Mais nos propositions n'ont pas convaincu. Et pourtant la question se pose, à quel moment sommes-nous toujours le même? Cette question nous préoccupe énormément dans toute notre réflexion artistique. L'image est là, elle réapparaît, elle est rémanente. Mais quelle image revient? Est-elle conforme à nos attentes? Nous avons longtemps réfléchi aux images de martyrs. Au Liban, nous nommons martyrs des hommes qui sont morts, ou des femmes, qui sont morts tragiquement au combat, ou en tout cas dans le cadre d'une mission ou de leur fonction. Ils sont de tous les partis, de toutes les confessions, de toutes les appartenances, de toutes les régions, du sud au nord du Liban. Certains sont victimes d'attentats, de guerre, d'autres font des opérations suicides. Nous vivons entourés de leurs images affichées dans la ville, des images de ces morts qui nous regardent. En 2001, nous avons utilisé des photographies qu'un graphiste, Ahmed Rarbi, avait faites. Des poteaux électriques de Ouzeri, qui est la grande avenue du quartier populaire de la banlieue chiite au sud de Beyrouth. Cette avenue était bordée de poteaux et des poteaux chargés de cadres, comme vous voyez. Oula, moi j'ai pas toujours bon, bref. Mais ce qui nous interpellait, c'était la présence de nombreux cadres vides, comme une attente de photos à venir. En 2007, les mêmes poteaux électriques de la grande avenue de Ouzeri ont été de nouveau photographiés. Les poteaux ont été repeints, restaurés. Mais que sont devenues les photos des martyrs? Elles s'effacent doucement, blanchies par le temps et les intempéries. L'image est-elle à la hauteur de la promesse? Nous avons continué cette recherche dans d'autres lieux du Liban dans un projet que nous avons intitulé Faces.
Nous avons photographié ainsi des martyrs de toute confession, de tous bords. Nous avons choisi seulement les affiches que le temps a énormément altérées. Placées en hauteur, souvent dans des lieux difficiles d'accès, ces affiches demeurent là. Les traits, les noms des disparus, il reste le galbe du visage, une silhouette à peine esquissée, souvent non reconnaissable. Nous avons photographié ces images à différentes périodes de leur effacement progressif. Puis, avec un graphiste et différents dessinateurs, nous avons essayé de retrouver certains traits, d'en accentuer d'autres, de ramener dans le dessin l'image, la trace de la matière, une rémanence. On ne pouvait pas créer, par exemple, le deuxième œil parce qu'il n'y avait pas la matière pour créer le deuxième œil. Il fallait voir ce qui est resté dans l'image. Quelle rémanence. Mais dans quel sens faut-il lire ces images? Comme une apparition ou comme une disparition? Une expression arabe est souvent écrite sous les images des martyrs. C'est haïfina, c'est-à-dire vivant en nous. On vit, on cohabite donc avec des morts, mais des morts vivants en nous, qu'on n'arrive pas à enterrer totalement. Et si ces martyrs, en disparaissant ainsi dans la blancheur, tentaient eux-mêmes d'échapper à leur propre image, à leur cadre, à nous échapper? Puisque nous ne parvenons pas à faire le deuil, les morts peuvent-ils eux-mêmes décider de se retirer, peut-être de reposer? En mettant l'image d'Antoine dans le film, nous avions remis aussi Aïda face à cette impossibilité du deuil. Comme des femmes et les hommes et les disparus, comme des familles de ces disparus, il n'y a pas de repos sans connaître la vérité, sans savoir ce qui s'est réellement passé pour Antoine, qui l'a tué. Sans le vouloir et de façon incroyablement fortuite, nous avions, à travers le film autour de la question des disparus, opéré un rapprochement entre sa situation et celle des 17 000 femmes qui attendent encore de savoir ce qui est arrivé à leur fils Marie le Père. Nous avions aussi mis Aïda face à un Antoine d'avant leur rencontre avec sa femme et ses enfants, un Antoine qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle reconnaissait. La question de la reconnaissance nous obsède depuis un moment. La reconnaissance, c'est comme si on l'a définie comme l'action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée et l'image d'une chose ou d'une personne quand on vient à la revoir. Cette reconnaissance, cette identité, le fait de se percevoir le même, se dédurait-elle dans la confusion temporelle où nous baignons, dans la discontinuité de notre histoire? L'image nous représente-t-elle encore? Parfois le réel se dérobe. Un prélèvement dans le réel peut prêter à confusion. Dans les années 90, quand nous nous promenions dans le centre-ville dévasté, nous ne reconnaissions rien. On pourrait dire que c'est normal, c'était un no man's land dont on avait entendu parler et que nous n'avions pas vu. Et que ce que nous voyions ne correspondait pas à ce que nous savions. Ou au moins aux souvenirs que nous s'étaient forgés avec le temps, à travers les mythologies ambiantes. De plus, nous nous retrouvions face à des bâtiments, à des lieux, où l'architecture était sans dessus-dessous, où nous ne reconnaissions plus le bâti architectural. Où est le palier, la fenêtre? Comment regarder cette image? Dans quel sens la regarder? L'impact de la destruction déplace le regard, transforme notre rapport avec ce que nous voyons. Le prélèvement photographique opère le même déplacement que ce que la bombe fait au bâtiment. Elle la déplace de sa fonction et on perd sa topographie. En même temps, ces réverbères déchiquetés, ils évoquent une sorte de bestiaire, un dauphin, un éléphant, un cobra, un squelette, une mouette. Cela nous fait penser à cette phrase du poète Mahmoud Darwish, « La forme d'une forme qui n'a pas de forme ». Il y a quelques années, un de nos amis a sombré dans un drôle d'état, dans une grande confusion. Nous ne le reconnaissions pas. Nous étions tentés de le ramener vers nous, mais nous n'y parvenions pas. Nous sommes allés voir des psychothérapeutes pour lui demander conseil. Il nous a donné un seul. Dites-lui que vous le reconnaissez. Dites-lui, je te reconnais.
Nous avons essayé, mais sans vraiment réussir à jouer la reconnaissance. Peut-on d'ailleurs la jouer? Nous n'en avons pas été totalement capables. Nous avions peur. Nous ne le reconnaissions pas. Souvent, nous pensons à cela. Si nous lui avons dit avec conviction « Je te reconnais », serait-il revenu? Avons-nous ce pouvoir-là, celui de reconnaître? Est-ce qu'on aurait pu le ramener? Cette pensée nous habite constamment. Un autre épisode très étrange est également survenu au moment de la promotion du film The Perfect Day. Donc à peu près au moment où on avait cette histoire avec Aïda. L'acteur principal, Ziad Saad, qui interprète le rôle de Malik, est un musicien de formation, qui n'était pas très enclin à faire la promotion du film. Quelques jours avant la sortie du film sur les écrans libanais, donc exactement au moment où on avait nos démêlés judiciaires, il est invité sur le plateau d'une émission populaire d'une grande chaîne de télévision locale. Il décide de demander à l'un de ses amis d'y aller à sa place. Cet ami se retrouve alors sur le plateau de l'émission et ça commence. يوم آخر أو بيرفكت داي فيلم جديد رح يكون بالصلاة اللبنانية ابتداء من اليوم. لنعرف أكثر عن هالفيلم اللبناني ضيفي هو بطل الفيلم بيرفكت داي زياد سعد. أهلا وسهلا فيك زياد. بداية ألف مبروك على نجاح الفيلم بيرفكت داي. Tout va bien, mais la présentatrice propose de montrer un extrait du film. Là, il va y avoir une confrontation entre le visage de Ziad dans le film et le visage de son ami. شفنا التريلر من يوم آخر. زياد رجعنا للحديث معك. خبرنا يعني عن هالمقتطفات القصيرة اللي شفناها من كل المشاهد. هو في كيف بدي أقول لك إياها بالنايت كلاب. Étrangement, après cet extrait, tout se passe bien. La présentatrice enchaîne comme si de rien n'était, mais s'ensuit un second extrait avec beaucoup de gros plans de Ziad. Là, ils vont remarquer, c'est sûr, découvrir le poteau rose. بعد ما شفنا هالمشهد الآخر كمان من بيرفكت داي زياد، الميوزك كتير حلوة فيه للفيلم، بالإضافة إنه شفنا عديد من الإعلانات. Mais non, il continue et parle musique. بعد ما شفنا هالمخرج من يوم آخر، زياد عم حس كتير إنه شكلك مغير بين الفيلم وبين هون. يعني ضعفت شوي وقصيت شعري وهيك صغران هو. صغران شوي وهي الكاميرا بتكبر شوي بس. خبرنا عن المشهد بينك وبين جولين. Ce n'est qu'après le troisième extrait que la présentatrice lui trouve qu'il a beaucoup changé, mais elle se laisse très facilement convaincre par la réponse du faux Malik. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en espace de 60 minutes, l'émission a duré 60 minutes, 4 extraits sont montrés et que ces extraits sont centrés sur le personnage de Malik. Son visage est souvent montré en gros plan. Il apparaît alors clairement que l'invité n'est pas l'acteur du film, qui n'a jamais joué ce rôle, et pourtant, la présentatrice, eux ou les réalisateurs, les producteurs de l'émission, la régie, visée par des multiples écrans, nul ne semble reconnaître ce qui se passe. Bien sûr, nous pouvons dire combien cet épisode est extraordinaire. Montrer comment la machine télévisée broie ses invités, se nourrit de flux sans savoir ce qu'elle ingurgite, et qu'un homme peut se faire passer pour un autre sans que personne ne prenne garde, sans que personne ne le remarque. Mais au-delà de cela, comme dans le cas d'Antoine et de Aïda, on se demande à quel moment sommes-nous nous-mêmes. Autour de nous, autour de ce film, à cette période, les choses sont-elles frappées de non-reconnaissance? Il y a comme un mystère qui nous échappe. Dans certaines scènes du film Perfect Day, on voit Malik rouler dans les rues de Beyrouth sans véritablement but, sans but. Il est avec sa petite amie Zena dont il est très amoureux. Elle a retiré ses verres de contact, ses lentilles, et regarde les lumières de la ville qui apparaissent plus parce qu'elle est myope.
quand elle quitte Malik et même qu'elle le plaque. Elle oublie ses lentilles dans la voiture. Malik décide de les mettre, d'adopter le point de vue de son aimé, de les essayer et de voir le monde à travers les yeux de l'autre. La correction des lentilles lui permet d'expérimenter l'impression que Zena avait de ce qu'elle a vu. En d'autres mots, la correction, le processus inverse, provoque un même effet. Voir à travers les yeux de l'autre, même de façon déformée, emprunter, convoquer, invoquer l'autre quand on se sent aveugle. C'est un des sujets du film Je veux voir. Je veux voir invoque une figure du cinéma et de son histoire, Catherine Deneuve, et une figure de notre territoire artistique, de notre histoire, Rabia Mroué, pour essayer de voir à nouveau ensemble, après la violence d'une guerre. Le film pose la question du voir, voir ensemble. Et utilise une icône pour, à travers elle, questionner la manière dont on regarde les guerres et dont on peut déplacer le regard au risque même d'affronter le vide, au risque même de ne plus rien voir. Voir, identifier, reconnaître, mais aussi déjouer des représentations dominantes pour réengager, remobiliser une réflexion commune sur le politique, pour inscrire notre histoire dans une histoire plus globale, fût-elle l'histoire du cinéma. Je veux voir, évidemment, réfère aussi à Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais, faisant écho à cette fameuse phrase. J'ai tout vu à Hiroshima, tu n'as rien vu à Hiroshima. Je veux voir est un film qui tente de déshabiller le fantasme dont on part aujourd'hui la représentation des guerres. Il y a ici volontairement une tentative de déjouer la fiction scopique, le voyeurisme, le je veux voir la guerre. Car je veux voir interroge le retour de la fiction dans un réel dévasté. Comment montrer, représenter, après les terribles images insoutenables véhiculées par la télévision? Que peut alors le cinéma? Godard, dans son film Notre musique, montre deux photographies de 1948. Il suggère que ces deux images fonctionnent comme un chant contre chant. Il dit que dans l'une, le peuple juif rejoint la fiction et dans l'autre, le peuple palestinien documentaire. Comment alors filmer quand le poids du réel est trop lourd, trop imposant, quand cela problématise la fiction et pose des questions éthiques? À quelle distance doit-on se trouver? À quelle distance mettre la caméra pour éviter d'instrumentaliser le réel ou une situation difficile, pour permettre de faire des images dans lesquelles on croit, ou au moins on arrive à croire? Je veux voir travailler la matière même de la fiction, la matière même du cinéma, et tente de provoquer une sorte de réaction chimique entre une icône de cinéma, un corps de fiction incarné par Catherine Deneuve, et des lieux où le poids du réel est très fort, très lourd. Le choc entre les deux nous permettra-t-il, comme l'a dit Jacques Rancière à propos du film, de déplacer le regard, de voir autrement, de représenter à nouveau? Le film travaille également la figure du chant contre chant, en ne montrant pas ce que pourrait on appeler une représentation des Libanais en général, mais en montrant une rencontre singulière, celle de Rabia et de Catherine. Il pose aussi la question de l'utilisation de l'image et de la victime des guerres, mais aussi la question de nos visages, de notre histoire, de notre singularité, de la manière dont nous les avons progressivement perdus aux yeux du monde, pour endosser le statut de la victime avec laquelle on compatit, mais on ne s'identifie pas, on déplore sans l'avoir vraiment. Je veux voir raconter film une rencontre, celle de Rabia et de Catherine qui se déroule vraiment face à notre caméra au tout début et que l'on suit tout au long du film. Catherine et Rabia commencent par regarder ensemble côte à côte, mais séparés par le contour du cadre. Et à la fin du film, ils se retrouvent réunis par une des grandes figures du cinéma fictionnel classique, le chant contre chant.
qu'on utilise alors pour la première fois dans le film. Catherine n'est pas au gala, elle est perdue. Elle cherche Rabia, le voit enfin, et là, tout d'un coup, son regard s'illumine et arrive le chant contre chant. Rabia, cette rue, la maison, totalement changé. Catherine, Rabia, Catherine, ils se regardent ainsi, ils se reconnaissent mutuellement. C'est la reconnaissance de l'autre, de son visage, de son histoire, l'affirmation de la vie après la catastrophe, le retour de la possibilité fictionnelle. Le réel a rattrapé la fiction. Il l'a perforé de partout. Le chant contre chant, de façon très différente, est aussi une figure très très importante dans le Perfect Day. Malik, à un moment, regarde les images de son père et est troublé, comme si l'image de son père le regardait aussi. Que faire si nous devions couper Antoine dans le film? Comment gérer cette absence? Que regarderait alors Malik? Cela rajouterait encore à la disparition du père dans le film. En coupant Antoine, on change le sens du film, faisant de ce chant contre chant une figure impossible. Jamais Malik ne pouvait regarder son père. Son image lui échappait complètement. Pour reprendre ce que disait Jalal Toufi, qu'on a cité tout à l'heure, Malik devenait encore plus un zombie. Il n'en sentait toujours pas, n'entendait pas et surtout ne voyait pas. Parfois, les images nous échappent. Nous ne pouvons rien faire, mais les regarder nous échapper. Finalement, Aïda et nous sommes entendus à l'amiable. À aucun moment, Aïda n'a d'ailleurs tenté de profiter financièrement de la situation. Sa demande était sincère, dictée par l'amour qu'elle porte à Antoine et le respect qu'elle voudrait entourer son absence. Nous avons entendu cette demande, beaucoup appris de l'aventure et pris ensemble la décision suivante. Nous couperions l'image d'Antoine dans le film pour la projection dans les salles de cinéma dans le quartier de Aïda. Et cette image demeurerait dans le film, dans tout le reste du monde et dans tous les autres supports. C'est dans un seul territoire, le sien, que cela posait problème à Aïda, de voir ainsi Antoine. Pour le reste, elle pouvait être un personnage, elle pouvait supporter la fiction. Mais dans son quartier, sa ville, là où ils avaient vécu ensemble, où ils pourraient être reconnus par leurs proches, leurs amis, leurs voisins, ils ne pouvaient être qu'Antoine et ne pouvaient incarner un autre après sa mort. Tout simplement. L'image, le document et la fiction peuvent être aussi question de géographie. La reconnaissance peut être affaire de contexte. Cela nous laisse pensifs sur la manière dont nos films et nos images sont perçus dans un temps, dans un lieu ou un autre, dans un pays ou dans un autre. Aïda nous a même demandé de lui téléphoner de temps en temps. Nous avions un lien commun. Nous partageons désormais Antoine. Nous avons passé 2 nuits à supprimer l'image d'Antoine du film en coupant la pellicule, coupant notre propre film. Chez nous, à la maison à Beyrouth, l'image d'Antoine est toujours là sur cette pellicule coupée et enroulée, cachée dans une grande boîte métallique. Un de nos amis nous a raconté un fait qui le trouble. Il n'était pas au courant de toute cette histoire. Il avait vu le film en projection privée avant qu'Aïda ne le voie et ne déclenche toute cette affaire. Il avait vu les images du père qui l'ont interpellé. Il a revu dans une salle de cinéma lors de sa sortie le film, qui était désormais coupé. Il nous raconte qu'à sa seconde vision, il n'a pas retrouvé certaines images du film. Troublé, il se demande s'il n'a pas fantasmé la première fois certaines images, celles du père, compensant son absence par l'évocation, l'imagination. Nous hésitons toujours à lui raconter cette histoire, car bientôt les images reviendront dans le film. Merci.